Que tu vives en Espagne ou que tu t'apprêtes à t'y installer, cet épisode est à écouter absolument. Avec Jean-Claude, CGP depuis plus de 35 ans, installé à Barcelone et responsable régional de la place pour la péninsule ibérique, on fait le point sur plusieurs choses. Les règles qui changent selon la région à cause des communautés autonomes, les erreurs fréquentes sur l'assurance vie, le PEA ou le démembrement, la fiscalité locale qui est souvent mal anticipée. Bonjour Jean-Claude, bienvenue chez Nomadic. Bonjour Elisabeth, merci. Aujourd'hui, on va discuter avec toi de l'Espagne. Donc, c'est vraiment un épisode pour toutes les personnes qui pensent à emménager en Espagne ou qui vivent déjà et qui se posent des questions sur leur patrimoine. Avant de rentrer dans tous les détails qu'on a prévu de discuter ensemble aujourd'hui, notamment tout ce qui touche aux droits, aux produits financiers qu'on peut retrouver en Espagne et en France, aux droits de succession, etc. On a préparé beaucoup de choses pour les personnes qui s'intéressent à l'Espagne aujourd'hui. Est-ce qu'on peut déjà planter un peu le décor et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'Espagne, c'est très différent de la France et ça peut être perçu comme un pays qui est assez complexe? L'Espagne, est différente de la France. Alors, il y a des différences culturelles. Je partirai déjà de son histoire, hein, parce que chaque pays a son histoire. L'histoire de l'Espagne est quand même bien différente de celle de la France. Donc, à la sortie d'une dictature donc en 1978, l'Espagne a adopté un régime monarchique constitutionnel. Pour autant, dans ce régime monarchique constitutionnel, a créé ce qu'on appelle un État national. On pourrait presque dire que c'est un État monarchique fédéral, mais on ne peut pas le dire parce que dans les faits, c'est pas le cas. Ceci dit, il y a 17 communautés autonomes en Espagne qui ont une reconnaissance de nationalité également et d'autonomie. Et donc, ont des pouvoirs. Donc là, il y a une grosse différence entre la France, qui est un pays très centralisé, même si on parle de décentralisation en France, mais très centralisé, et un pays comme l'Espagne où, en fonction du lieu de sa résidence qu'on va choisir, ou de son lieu d'expatriation, ben on peut avoir des différences, et notamment dans les activités qui nous concernent. Voilà, des activités dites patrimoniales, donc c'est des sujets également légaux, que ce soit civil, juridique ou de fiscalité appliquée également. Et après, évidemment, qu'il y a des différences culturelles entre les Espagnols et les Français, et heureusement, hein, ce qui fait aussi le charme de ce pays. Et c'est bien pour ça que j'y suis depuis presque 20 ans maintenant. J'aimerais bien revenir sur ce que tu as dit sur les communautés autonomes et le pouvoir qu'elles ont. Donc, on est d'accord qu'en fait, elles ont beaucoup plus de pouvoir qu'un département classique français et qu'en fonction de l'endroit où tu vas habiter, il y aura des implications qui seront différentes sur tout ce qui touche ton patrimoine, le droit principalement, ou est-ce qu'aussi au niveau des banques, ça va changer? Au niveau des banques, non, parce que bon, l'offre bancaire en général en Espagne, bon, l'accès, on peut dire, au service bancaire, on va dire qu'il est identique. Au sujet donc de ces différences, par exemple, si je prends la France, il y a un code civil. Le code civil s'applique sur tout le territoire, quel que soit le lieu de résidence dans lequel on est. En Espagne, on a un code civil espagnol qui va s'appliquer dans certaines communautés. Par contre, d'autres communautés vont appliquer leur propre code. C'est une particularité. Donc, ça veut dire que si je m'expatrie à Barcelone ou si je m'expatrie, par exemple, à Madrid, ben, je ne vais pas avoir potentiellement le même droit civil qui va s'appliquer. Donc ça, c'est déjà une différence notable. On se pose pas du tout la question. Si je vais en France, voilà, on applique le même droit. Voilà. Tu aurais un exemple à nous donner entre, par exemple, Barcelone et Madrid Oui. sur un cas particulier que tu as eu? Tout simplement, par exemple, en France, le régime matrimonial légal en France, c'est le régime de la communauté réduite aux acquis. Si je me marie en France sans contrat de mariage, le régime qui me sera appliqué sera le régime de la communauté. Si je suis en Espagne, ben ça dépend où je me marie. Si je me marie à Madrid, je vais avoir le régime de la communauté. Alors, le régime de la communauté espagnole, qui, sur certains aspects, n'est pas du tout le même que le régime de la communauté française. Mais bon, on va dire que c'est le régime de la communauté. Si je me marie en Catalogne, par exemple, ben, le régime légal, c'est le régime de la séparation des biens. Cette différence-là, est-ce que c'est pour mieux ou moins bien? C'est pas la question. C'est la question de savoir. Finalement, si je me marie en Catalogne, je vais être donc sous le régime légal de la séparation de biens. La dissolution du régime matrimonial ne se fait que pour deux cas, en cas de divorce ou en cas de décès.
Quels seront mes droits, potentiellement si c'est une succession, qui va hériter, quels seront les droits des héritiers et de quoi je peux hériter. Je te remercie de rappeler, l'impact sur la succession parce que c'est vrai que moi, je rencontre beaucoup de personnes qui, se posent des questions en cas de séparation et en fait, oublient aussi que tu as des impacts, d'un point de vue, successoral. Est-ce que tu as un exemple, à donner? Une personne qui était en France et pour qui, Ouais. le régime a évolué? Le sujet en fait de ce qu'on appelle, le les aspects civils du patrimoine, souvent tendance à dire que c'est un peu le parent pauvre. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'occuper de plein de choses. On va s'occuper de la fiscalité, notamment en premier, parce que c'est un peu le réflexe naturel de chacun d'entre nous, de savoir à quelle sauce on va être mangé, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc c'est un peu le focus. La fiscalité, c'est toujours le focus. Alors que c'est vraiment pas par ça qu'il faut démarrer, souvent. La fiscalité, pour moi, c'est conséquence. On ne pourra pas faire grand-chose sur la fiscalité. Je dis pas qu'on peut pas trouver des leviers d'optimisation, mais elle existe, elle est là, et elle va s'appliquer de manière ou d'une autre. À l'inverse, la partie civile, hein, le droit civil, c'est un peu le parent pauvre. Personne n'y pense. Et justement, c'est là où nous on apporte une attention particulière, parce que comme justement personne n'y pense, ben nous on fait en sorte d'y penser. En tout cas pour nos clients ou pour les gens qui viennent nous contacter. Et c'est la première chose qu'on regarde. Alors, en fait, on va regarder effectivement, par exemple, un couple de Français qui s'est marié en France. Alors après, je vais pas rentrer dans le détail parce que je veux pas abreuver de techniques non, les gens qui écoutent ce podcast, mais on va faire déjà un distinguo entre si on s'est marié avant le 29 janvier 2019 ou après le 29 janvier 2019, puisque depuis le 29 janvier 2019, il y a un règlement européen qui a été donc acté et qui va quand même, là pour le coup, amener au moins une lecture assez simple, en tout cas, de ce qui se passe. Le cas typique, c'est si je me suis marié en France sous le régime légal, par exemple, que je viens vivre en Espagne et que je passe 10 ans de résidence en Espagne. Alors en fonction de la date de son mariage, comme j'ai dit, avant 2019 ou après, mais je peux avoir un effet dit de mutabilité du régime matrimonial. De facto, sans que je le sache, je vais changer de régime. Et donc, on peut avoir en fait sur une vie une mutabilité, voire deux. C'est-à-dire qu'en fait, le jour où je vais décéder, lorsqu'on va faire ce qu'on appelle la dévolution successorale, la première chose qu'on va faire, c'est liquider le régime matrimonial. Et la liquidation du régime matrimonial, c'est hors succession. C'est très important. Hein, les gens ne le savent peut-être pas systématiquement, mais la succession n'a pas encore démarré. D'abord, on liquide le régime matrimonial. Et cette liquidation va donc donner des droits, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui héritent, quels sont leurs droits. Si j'ai une succession dite morcelée, puisque j'ai une fraction par exemple de 10 ans sur le régime légal, 10 ans sur le régime à séparation de biens, ou 15 ans, tout ce que j'ai fait pendant ma partie communauté, je vais avoir, on va dire, une liquidation différente de celle que j'ai fait sur ma partie séparation de biens. Et ça, on va le subir, parce que la plupart des gens ne le savent pas. Donc je dis pas que dans chaque cas il faut intervenir, mais c'est vrai qu'il y a une action qui est relativement simple aujourd'hui, faire en fait un choix de loi d'État, et c'est clair que dès lors qu'on s'expatrie, il est toujours utile de regarder quelles seront les conséquences civiles en cas de décès, par exemple. C'est quand même compliqué de parler en cas de divorce, mais en cas de décès, puisque c'est la même conséquence, on va liquider le régime. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc c'est toujours intéressant, si vous voulez, d'avoir cet aspect-là, enfin d'avoir cet aspect-là, et notamment d'essayer d'apporter des réponses. Et aujourd'hui, on a les outils pour apporter des réponses. Donc, il n'y a pas de difficulté. Hein, ce sont des aménagements civils que l'on fait. C'est une action dite professeur juriste. Voilà, il y a un testament à faire. Enfin bon, il y a différentes un aménagement civil à faire. Mais cet aménagement-là, d'ailleurs, est très peu coûteux finalement. Et pour le coup, on peut au moins savoir sous quel régime je vais avoir ma dissolution, le cas échéant, ou en tout cas comment sera traitée ma succession sur le plan civil. Et parfois, on fait aussi des comparatifs. C'est-à-dire, on dit, voilà, ce qui se passe si vous faites rien, vous serez sur le régime, par exemple, de la séparation de biens catalan. Si vous faites quelque chose sur le régime de la communauté légale française, on peut aussi faire des comparaisons. Parfois, on peut considérer que finalement le régime catalan est meilleur que le régime, vous voyez, français. Comme je dis, pour prendre une décision, il faut avoir des réponses, en tout cas, à ces questions. Et cette question civile est très très peu abordée en règle générale. Oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça nous fait quand même une petite piqûre de rappel sur, toutes ces notions de droit civil, qu'on pense ne pas être si importantes que ça, mais qui peuvent aussi avoir des conséquences, très importantes en cas de séparation, en cas de décès
et d'avoir les bonnes informations pour pouvoir prendre les bonnes décisions, finalement. Juste un petit point, de précision. Si, par exemple, je déménage de, Barcelone à Madrid, cette mutabilité peut aussi s'appliquer? C'est des sujets, on va dire, intra-régionaux. Là où il y a le plus d'impact, c'est sur souvent des éléments de fiscalité. Parce que là, pour le coup, il y a des différences aussi entre les communautés. Je dirais que là où il y a le plus d'impact, c'est vraiment typiquement le couple d'expatriés français mariés en France qui s'expatrient, qui sont en Espagne. Alors, on peut aussi on peut être marié aussi en France sous contrat. Imaginons que je me suis marié sous contrat en France sous le régime de la séparation de biens, je viens en Espagne, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on va dire qu'on a soit un choix express, soit un choix implicite du contrat, en fait, de la loi. Alors express, si effectivement dans le contrat, on a bien spécifié qu'on s'est marié sous la séparation de biens de loi française. Donc là, dans l'absolu, c'est bien ça qui va s'appliquer. Soit implicite, si on fait référence à des articles du Code civil. Voilà. Dans tous les cas de figure, même si on s'est marié sous contrat, c'est toujours bon d'avoir une lecture. Parce que parfois aussi, on peut même marier sous contrat ou avoir un régime, avoir fait ce qu'on appelle des aménagements au contrat. Alors, une donation, un aïon, des choses comme ça. Voilà. Est-ce que ça s'appliquerait réellement le jour où je décéderai à Barcelone, à Madrid, à Malaga, je ne sais où. Voilà. Encore une fois, je ne dis pas que il y a des risques, mais c'est toujours bien d'avoir une lecture complète de tous les éléments pour apporter une réponse et pour dire, voilà, là, il y a un point d'attention, il faut le régler et voilà comment on peut le régler. Est-ce que pour faire tous ces documents, on peut évidemment venir te voir? Est-ce qu'on peut aussi voir un notaire? Nous, on n'est pas ni notaire, on va pas donc rédiger l'acte, c'est pas du tout ça. Euh, En introduction, nous, en fait, on a une lecture globale. Notre format, en fait, il va s'articuler comme un format un peu de point d'entrée unique. On va avoir une vision vraiment transversale des éléments patrimoniaux, des actifs, des moyens de détention des actifs, mais également sur tous ces sujets civils, juridiques ou de fiscalité. Et donc, on va avoir un premier pilier qui est un pilier dit de sécurisation, ça rentre vraiment en ligne de compte, hein. C'est-à-dire que sécuriser, on va dire, son expatriation, c'est aussi regarder ce point-là. Sur la mise en pratique, on va dire, s'il faut passer des actes ou autre, nous, on va pas le faire. Par contre, on pourra très bien identifier un notaire qui aura quand même une vision ou une lecture de droit civil international, parce que c'est pas faire offense à la profession notariale française ou espagnole, mais tous les notaires n'ont peut-être pas non plus une vision plutôt franco-française, n'ont pas une spécialité sur cette partie internationale. Donc notre rôle aussi, c'est évidemment de s'entourer des écosystèmes et d'identifier des expertises qui puissent répondre en tout cas aux points d'attention que l'on a donné. Donc sur cette partie-là, évidemment, on fera appel au notaire. Ah, ça c'est clair. Et aujourd'hui, dans la pratique, en plus, ce qui facilite les choses, hein, même si je prends un notaire français, bon, voilà, qu'on a identifié parce qu'on le connaît, on travaille avec lui. Mon client est à Madrid ou à Barcelone. Tout pourra se faire en visio, tout pourra se signer en visio. Il n'y aura pas de déplacement potentiel. Donc on apporte aussi une dématérialisation de l'acte, ce qui est important parce qu'aujourd'hui les notaires ont cette capacité-là et c'est tant mieux, surtout pour nous. Je me rappelle d'un temps où c'était plus compliqué effectivement, voilà, donc des choses peuvent se faire assez facilement. Est-ce que tu peux aussi faire d'autres montages, comme ceux que tu peux faire en France, par exemple, avec la nue propriété? La séparation de droits, usufruit, nue propriété existe. Là, c'est un bon exemple. On traite sur une thématique civile et potentiellement on optimise un traitement fiscal. Souvent, le démembrement de propriété en France est utilisé, et à très bon escient d'ailleurs, et très bien conseillé en la matière, pour par exemple préparer une transmission de son patrimoine. Clairement, j'ai un actif, je donne la nue propriété de l'actif à mes enfants, je garde l'usufruit ou j'ai une réserve d'usufruit jusqu'au décès du dernier congé survivant. Et le jour où le dernier usufruitier décède, voilà, il y a une extinction de l'usufruit et le nu propriétaire récupère la fin de propriété sans payer de droits de mutation. J'ai potentiellement des droits à payer au moment de l'acte de donation, si je suis au-delà des abattements légaux, mais en tout cas, je prépare une transmission de mon patrimoine avec une optimisation, là pour le coup, du traitement fiscal à terme. Ben, si je suis en Espagne, par exemple, il existe cette notion de démembrement, mais il n'y a pas d'extinction de l'usufruit.
C'est-à-dire que le jour où je décède, la valeur de l'usufruit est réincorporée dans la masse successorale, la valeur de l'usufruit au moment du décès du usufruitier, hein. C'est-à-dire que il y a une dégressivité évidemment de cette valeur-là en fonction de l'âge à laquelle je décède. Dans tous les cas de figure, il y a une dégressivité jusqu'à 90 ans. À partir de 90 ans, le minimum, ça sera 10%. Donc, je n'ai pas une extension totale de cette valeur-là. Et ça, c'est une différence notable, vous voyez, par rapport à la France. Donc, la pratique du démembrement de propriété en France, évidemment, est utile. J'ai des clients qui sont en Espagne et des parents qui sont en France et que les parents veulent faire une donation à leurs enfants et parce qu'ils considèrent que c'est une chose très intéressante. C'est bien aussi d'avoir la lecture en Espagne. Je donne un vrai exemple. Si je vis en Catalogne, il existe un impôt sur le patrimoine. Mes parents qui me donnent la nue propriété d'un actif. Je n'ai pas la jouissance, je n'ai pas de revenus. Le droit de propriété, donc le droit de nue propriété que j'ai, va être taxable à l'impôt sur le patrimoine en Catalogne. Donc parfois, ça peut être un cadeau Oui, empoisonné. sûr. Donc tout dépend de la valeur de la valeur. Mais globalement, je l'ai fait à bon escient, je l'ai fait parce que j'ai mon notaire de famille en France et que c'est vraiment la solution rêvée. Pour autant, je vais avoir un impact ou une conséquence fiscale en Espagne puisque je ne vais pas avoir du tout le même traitement. Et je parle pas encore même des droits de donation, hein, parce qu'il n'existe pas de convention sur les donations. Voilà. On y reviendra certainement. Ça donne une bonne compréhension de la complexité des communautés autonomes en Espagne et des impacts réels que ça peut avoir sur notre vie, que ce soit d'un point de vue du régime matrimonial et des implications que tu peux avoir en cas de décès ou de séparation, mais aussi en fait de tous les montages qui pourraient être intéressants à faire d'un point de vue transmission, fiscalité, etc. Et qu'il ne faut pas du tout assumer qu'en fait, parce que c'est un pays voisin de la France, que ce sera similaire et il faut faire très attention. Exactement. On peut passer au prochain gros morceau des produits financiers. Oui, oui, pas de problème. Bon, j'aimerais bien qu'on commence avec l'assurance vie, parce que c'est le produit préféré des Français. Comment c'est traité quand je quitte la France et que j'arrive en Espagne? En préambule, quand on est en France, on s'en rend pas compte, mais la France est un pays quand même qui a une ingénierie financière, en tout cas sur les enveloppes, soit juridiques, sur les enveloppes, on va dire les moyens de détention des actifs, plutôt très très bien, enfin, en tout cas très technique, hein. Elle a une offre quand même très large. Assurance vie, PEA, PEA, PME, enfin, il y a beaucoup de véhicules d'investissement en France qui offrent alors, soit des incitatifs fiscaux, soit en tout cas des bénéfices pour l'investisseur. Et ça, c'est vrai que c'est très franco-français. Pas le même, la même technicité en Espagne ou au Portugal, dans plein d'autres pays européens, alors, sur les pays d'Europe du Sud. Bon, on va dire qu'on a une approche, on va dire, financière beaucoup plus hein, c'est-à-dire qu'on va gérer des titres vifs ou des actions sur un compte titre. On va avoir quelques instruments potentiels, mais on va pas avoir beaucoup en fait. Donc quand je suis français et que j'arrive en Espagne, je suis souvent doté, qui a fait son travail, qui m'a mis un contrat d'assurance vie, qui m'a ouvert un PEA, bref, il m'a équipé, comme on dit vulgairement. Il a fait son travail, mais enfin, et certainement très bien. Mais quand j'arrive en Espagne, qu'est-ce qui se passe? Et là, pour le coup, il y a une lecture totalement différente par l'administration fiscale espagnole. Donc, si je parle du contrat d'assurance vie, qui est vraiment le contrat de référence, c'est très rare qu'on voit arriver des Français sans contrat d'assurance vie. Cette enveloppe-là, elle va encapsuler quelque part des actifs financiers, hein, principalement, et va permettre deux choses. Une situation pour soi-même, c'est-à-dire en temps de vie, je vais avoir des droits de rachat, des droits de verser, des droits de donner en garantie, et une stipulation pour autrui qui va faire que grâce à ce contrat, je vais pouvoir désigner librement des bénéficiaires au contrat, et qui ces bénéficiaires, sur ce droit interne français, en fonction évidemment de l'âge de souscription du contrat avant 70 ans ou après 70 ans, ça pour résumer, je vais donc permettre une faciliter la transmission, notamment par un abattement qui ne sera pas soumis au droit de mutation. Ça c'est la réalité française. Donc évidemment, c'est un instrument, un véhicule d'investissement qui est très prisé. Je crois qu'aujourd'hui, on comptabilise un peu plus de 1800 milliards
d'euros type gérés au sein des contrats d'assurance vie. C'est vraiment le contrat phare. Et quand je suis en Espagne, en fait, pour conserver cette enveloppe juridique, je suis obligé de le conformer à la lecture espagnole. Et là, les difficultés arrivent. Clairement, j'ai quelques points d'attention à faire. Il faudrait déjà que j'ai une garantie d'essai pour conserver cette enveloppe-là. C'est pas une pratique courue en France qu'un souscripteur prenne une garantie également d'essai à son contrat. Généralement, il ne fait que gérer ses actifs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que le contrat d'assurance vie, cette enveloppe française, elle n'assure ni pour la vie ni pour la mort. On investit de l'argent et le jour où je décède, au dénouement du contrat, on donne aux bénéficiaires librement désignés dans la clause bénéficiaire la valeur du contrat au moment du décès. Point à la ligne. En Espagne, pour conserver cette enveloppe, j'ai des actifs financiers, mais je dois aussi apporter une garantie d'essai. C'est-à-dire que c'est une garantie dite temporaire. Hein. C'est vraiment une prime d'assurance. D'accord. Donc ça, c'est déjà un premier point. Est-ce qu'il y a un montant? Il n'y a pas de montant prédéfini. Alors ça, c'est toujours pareil. C'est lié à l'interprétation, ce qui rend un peu les choses aussi un peu compliquées parfois. C'est que on dit qu'elle doit être un peu proportionnelle à la prime. Souvent, d'ailleurs, les compagnies d'assurance, on travaille beaucoup à Luxembourg via notre filiale sur cet aspect assurantiel de contrat d'assurance vie luxembourgeoise, là pour le coup. Service compliance des compagnies d'assurance, de toute façon, vont appliquer la conformité espagnole et vont exiger une garantie d'essai. Alors, il y a un minimum, mais il faut quand même que ça soit proportionnel. Si j'ai une prime de 2 millions d'euros sur mon contrat et que j'ai une garantie de 1000 euros, bon, on va peut-être remettre une garantie un peu plus supérieure. C'est pas énorme, mais il faut le faire. Voilà. Ça, c'est un point. Le second point, c'est la notion de gestion. En fait, logiquement, si je suis en Espagne, résident fiscal en Espagne, je ne dois pas avoir accès à la gestion libre de mon contrat. Cette notion-là est très importante. C'est vrai que souvent en France, on a des contrats où on a un mélange entre des fonds dits généraux, ce qu'on appelle vulgairement les fonds euros, des fonds externes, voire des parts de SCPI au sein des contrats. On peut avoir différentes, on va dire, solutions d'actifs. C'est vrai qu'en Espagne, nous en général, on essaie quand même de respecter cette conformité. Et si par exemple je vais séparer, par exemple, je vais faire un contrat où je vais avoir 100% de fonds euros et un contrat où je vais avoir par exemple 100% de gestion d'actifs. Et sur du fonds externe, j'ai un accès limité aussi à d'autres actifs. Donc souvent ce qu'on fait, et notamment pour un résident fiscal espagnol, c'est qu'on fait souvent une gestion dite discrétionnaire. On va faire signer un mandat de gestion discrétionnaire à nos clients et on va donc carrément avoir un asset qui va gérer pour son propre compte les actifs. Voilà. Ces contrats ne sont pas souvent d'ailleurs en conformité au droit espagnol. Alors, est-ce qu'il y a un risque? Potentiellement, oui, puisque le risque, c'est lequel? C'est que l'administration fiscale espagnole considère que le contrat ne remplit pas les conditions de conformité de la lecture espagnole et pourrait donc requalifier le contrat. Du coup, le contrat perdrait son enveloppe juridique et tout ce que l'avantage de cette enveloppe, c'est que tous les liens d'événements qu'il y a au sein du contrat, les intérêts, les arbitrages avec des plus-values potentielles ne sont pas taxés tant que je ne sors pas du contrat. Mais là, pour le coup, elle serait taxée de facto, c'est-à-dire qu'il y aurait une fiscalité qui sera appliquée en Espagne, ce qui considérerait en fait qu'il est transparent, il n'y a pas d'enveloppe juridique, donc chaque événement serait taxable. Et en plus, alors la cerise sur le gâteau, c'est que là, du coup, ça sortirait de la convention et qu'il y aurait potentiellement une double imposition, parce qu'il pourrait y avoir une imposition en France et une imposition en Espagne sans compensation de la double imposition. Donc ça, c'est une première conséquence. La deuxième conséquence, là, on revient toujours sur les sujets un peu civils, c'est que, je le dis en préambule, hein, le contrat sert aussi à préparer la transmission. Et il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, si je suis souscripteur assuré du contrat et que je suis en Espagne, que j'ai un contrat français, par exemple, mes enfants, ils sont où? Est-ce qu'ils sont en France? Est-ce qu'ils sont dans d'autres pays? Si je décède, qu'est-ce qui se passe? Où est traité fiscalement, là, pour le coup, le traitement fiscal de la succession, où il se fait? Alors, il se trouve qu'entre la France et l'Espagne, il y a une convention sur les successions qui a été signée, qui date de 1963, hein, donc elle est très ancienne, et qui régit justement où on taxe, en fait, les actifs. Et notamment le contrat d'assurance vie, si le souscripteur assuré est en Espagne, qu'il décède en Espagne, rentre intégralement dans la masse successorale en Espagne, dans le cadre de la convention. Donc, en fait, déjà, il y a un passage en Espagne sur le traitement fiscal au titre de la succession. Et après, évidemment, on va regarder où sont les enfants, les bénéficiaires économiques du contrat,
Et eux, il faudra aussi regarder si potentiellement ils ont des droits payés ou pas, dans le pays de résidence fiscale. S'ils sont en France ou s'ils sont pas en France, ça change les choses. Je dirais que souvent, on va vers le Luxembourg également pour ça. Pourquoi? Parce que au minima, le Luxembourg offre une forme de neutralité. On va pas échapper au fait que le contrat luxembourgeois sera potentiellement taxable aux successions en Espagne. Pour autant, il sera neutre fiscalement, donc il n'y aura pas d'imposition, et il sera neutre fiscalement aussi pour les héritiers qui seraient dans d'autres pays et qui potentiellement seraient soumis aussi à ces droits. Parce que s'il y a une convention, ça peut éliminer la double imposition, parfois ça ne peut ne pas l'éliminer. C'est ça la grosse différence. Est-ce que tu penses que les Français qui arrivent en Espagne ont conscience de la complexité du traitement de l'assurance vie? Voilà, ça dépend. Qu'un est à un stade plus ou moins avancé sur la compréhension des implications d'une expatriation en Espagne. Évidemment, je ne vais pas faire de généralité. Il y a des gens qui sont plutôt informés, ou parce qu'ils sont bien entourés, ou qu'ils ont eu des bons conseils en amont. Dans tous les cas de figure, c'est toujours mieux de réfléchir à son expatriation et ses implications en amont qu'une fois qu'on est résident fiscal en Espagne. Parce que ça, c'est la grosse difficulté après pour changer les choses. Même si on peut faire des choses, c'est plus compliqué ou ça coûte plus cher. Donc, dans la grande majorité, il y a une méconnaissance des implications. Voilà, dans la grande majorité. Donc, ce qui veut dire qu'on a un vrai rôle à jouer, et notamment en amont, si on peut avoir une lecture à l'instant T des éléments patrimoniaux, de la situation familiale, enfin, voilà, des liens d'extranéité qu'il pourrait y avoir présentés dans le patrimoine, parce que on a aussi la particularité de traiter des clients qui ont eu des mobilités internationales, qui ont travaillé dans différents pays, qui ont peut-être des actifs dans différents pays, en France notamment, mais dans d'autres, qui ont peut-être des enfants aussi qui sont aujourd'hui résidents dans d'autres pays et qui arrivent en Espagne. Donc, fatalement, c'est beaucoup plus complexe. Mais bon, si je prends quelque chose de relativement simple, ne serait-ce qu'entre la France et l'Espagne, il y a quand même des implications. Donc, non, tout le monde n'est pas au même niveau, fatalement, ce qui s'explique, hein, ce qui est logique, parce que le conseil qui pourrait être donné dans son lieu de résidence en France, bon, n'a peut-être pas, en tout cas, la lecture internationale. Et parfois même, souvent, il y a des mauvais conseils qui sont donnés, malheureusement, et quand ils arrivent, ben, c'est un peu trop tard. Je raconte souvent cette histoire, pourquoi moi j'avais fait un master en gestion de patrimoine, parce que j'avais aussi rencontré beaucoup de conseillers qui sont peut-être très bien pour les personnes qui habitent en France, mais à partir du moment où tu ajoutes des déménagements internationaux fréquents, des actifs dans plusieurs pays, une famille du coup avec plusieurs nationalités, tout de suite les conseils sont pas du tout adaptés. Pour terminer un peu sur tout ce qui est produits financiers, est-ce qu'il y a des produits espagnols? Sans parler de solutions proprement dit. Bon, effectivement, nous, évidemment, on identifie plus des solutions sous gestion, on va dire, soit d'actifs, sous gestion d'assets français ou luxembourgeois, qu'espagnols. Pour autant, je ne vais pas dire que les assets espagnols sont plus mauvais que les assets. Bon. C'est aussi un sujet de régulation, mais c'est autrefois aussi par rapport aux stratégies que l'on va mettre en œuvre et qui, pour nous, offrent plus de garanties, notamment sur des solutions d'assets françaises ou luxembourgeoises. Et ça, c'est une grosse différence entre la France et l'Espagne, par exemple. Les Espagnols ont une approche au risque totalement différente. C'est-à-dire que ils ont des comptes titres, ils font de la gestion de comptes titres. En France, c'est vrai que c'est un peu le parent pauvre, hein. Tout le monde va sur des contrats d'assurance vie. 60% des collectes vont sur du fonds euro, soi-disant garantie, on pourrait en parler, mais bon, disons vont sur des fonds euros. Voilà, cherche, on va dire, une forme de sécurité, alors un rendement très faible, mais au moins une notion de sécurité. Bah, en Espagne, il n'existe pas de fonds euros. En fait, le fonds euro, c'est quelque chose de typiquement français. Est-ce que tu vas rappeler ce qu'est le fonds euro? Ben, un fonds euro, c'est un fonds qui est principalement investi en dette d'État. Donc, c'est pour ça que cette notion de garantie, bon, on pourrait en parler, hein, parce que je prête de l'argent, en fait, à un État qui est surendetté. Si je prêtais de l'argent à quelqu'un qui est surendetté, je suis pas sûr de lui prêter. Donc, on capte de l'épargne, soi-disant donnant des garanties. Elles y sont, hein, je dis pas qu'elles n'existent pas. Il y a un risque systémique aujourd'hui. Je ne crois pas du tout au scénario, en tout cas à ce niveau-là, mais le concept en fait est énorme. Hein. Là, pour le coup, ils ont été très forts, mais c'est aussi une réponse. Aujourd'hui, on a habitué les Français, on va dire, à investir sur un fonds qui donne un rendement de 2,5% par an, sans prendre de risque, avec potentiellement une garantie de capital.
Ben ça n'existe qu'en France. En Espagne, on va aller sur du marché monétaire si je veux avoir du rendement, mais je vais avoir le rendement du marché monétaire. Sinon, je vais prendre du risque. Et donc, je vais avoir une gestion plus active de mes actifs financiers. Et ça, c'est flagrant. Donc, les grosses différences sont là. Mais donc, les constructions financières ou les fonds, on va retrouver, comme en France, des fonds d'investissement financiers. C'est-à-dire, il y a du classique. Là où il y a une grosse différence, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est sur les véhicules d'investissement. Si tu as un PEA en France et que tu déménages en Espagne, est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu le fermes? Il y a encore quelques années, normalement, quand on était non-résident fiscal français, on ne devait pas avoir de PEA, on devait le fermer. Aujourd'hui, on peut le conserver, mais on peut plus l'alimenter. Alors, est-ce qu'il a une utilité? Ben, là encore, ça dépend des cas particuliers. Si je suis en Espagne pour une expatriation de 3-4 ans et que je sais que je vais revenir en France ou que de facto je vais revenir en France, je peux le conserver. Si je suis expatrié en Espagne et que je construis ma vie ici, que je décide finalement que voilà, j'ai trouvé ma destination, je pose mes valises et je ne m'expatrie plus et je reste en Espagne, là pour le coup le PEA n'a plus de sens. Parce que la lecture, en fait, en Espagne, c'est que le PEA va être considéré comme un compte titre. Donc, va pas être protégé fiscalement, dans l'absolu. Voilà. Donc, ce qui veut dire que son utilité est là, pour le coup, très réduite. Je peux te dire, il faut à tout prix le fermer. Ça dépend à chaque fois de cas particuliers, du projet de vie, de son projet d'expatriation. Si à un certain moment, j'ai une case retour en France, ben, là, il y a peut-être une utilité à le conserver. Oui. Voilà. Mais c'est pas systématique. Mais encore une fois, on voit les différences d'interprétation et de lecture entre la France et l'Espagne. C'est hyper intéressant parce que du coup, là, on arrive à un stade de l'épisode où tu nous as quand même donné beaucoup d'éléments sur tout le droit civil et maintenant sur les produits financiers et l'importance à chaque fois de vraiment considérer sa propre situation, ses objectifs, le temps de son expatriation et tous ces éléments finalement qui font que les conseils que tu pourrais apporter en consultation sont vraiment adaptés à la personne qui vient te voir. Et pour rappel, cet épisode n'est pas un conseil financier, hein. On Non, le rappelle. non, 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 non. Nous, on est le métier s'est totalement transformé. Nous sommes des acteurs aujourd'hui oui, qui ont leur place, en tout cas dans l'accompagnement et dans le conseil. Évidemment, il y a une partie de lecture légale qu'il faut quand même connaître, puisqu'on est obligé de l'aborder, mais évidemment aussi il y a une partie plus opérationnelle de conseil d'investissement. L'idée étant d'adapter l'investissement en fonction de sa résidence fiscale. Donc notre souci à nous premier, c'est de trouver surtout des solutions qui puissent avoir une forme de portabilité. C'est-à-dire qu'on peut très bien aujourd'hui se retrouver à Barcelone, à Madrid ou à Malaga ou je ne sais où, et puisqu'on aussi on travaille sur le Portugal, c'est la même chose, hein, et potentiellement repartir dans un autre pays européen ou hors Union européenne ou rentrer en France. L'idée étant de pas à chaque fois démonter ce qu'on a fait dans son lieu de résidence pour redémonter. Voilà, donc on prend en considération aussi à chaque cas les trajectoires, les projets de vie. On essaie d'anticiper aussi potentiellement les futures expatriations. Voilà. Et on essaie de trouver des solutions dites portables. Hein. La portabilité, c'est quoi? C'est que quelque part, si je change de résidence fiscale, je n'aurai pas à reconcevoir ma stratégie patrimoniale et surtout mon moyen de détention de mes actifs. Au sein de ces véhicules d'investissement, on va pouvoir y loger tout type d'actifs, cotés, non cotés, financiers, immobiliers potentiels. Voilà. Donc c'est ça un peu l'idée. C'est notre travail. Évidemment, pour ça, il faut qu'on ait une très bonne connaissance, en tout cas, de tous les éléments patrimoniaux, mais ça va au-delà des côtés factuels d'un patrimoine, ça va aussi sur la bonne connaissance du parcours de nos clients, de sa trajectoire, de son projet de vie, de sa construction familiale. Voilà. C'est vraiment cette approche globale que l'on essaie de faire avec cette particularité internationale. Avant de terminer l'épisode, j'aimerais bien, parce que tu as mentionné beaucoup de fois la résidence fiscale, et du coup, j'aimerais bien Ouais. que tu puisses nous dire s'il y a des critères qui déterminent ta résidence fiscale en Espagne. Alors oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est une très bonne question, Elisabeth, parce que lorsqu'on rentre dans un accompagnement avec nos clients, la première chose que l'on fait et que se doit de faire, c'est sécuriser la résidence fiscale. C'est très important. Il y a des critères en Espagne pour établir la résidence fiscale, mais il y a aussi des critères en France qui sont
un peu différent. En France, en fait, on va dire qu'il y a un article qui s'appelle l'article 4B du Code général des impôts qui définit cette notion de résidence fiscale. Habituellement, on dit souvent il faut passer plus de 183 jours sur le territoire national pour être résident fiscal. En France, c'est pas systématiquement le cas. C'est-à-dire qu'on peut être considéré résident fiscal en France si, par exemple, j'ai des intérêts économiques en France ou j'ai des intérêts de vie, même si je ne passe pas 183 jours sur le territoire national. En Espagne, le critère vraiment d'acceptation, ça va être la notion de territorialité. Effectivement, dès lors que je vais passer plus de 183 jours sur le territoire espagnol, là, pour le coup, je vais être considéré comme résident fiscal en Espagne. Alors, c'est ça la difficulté. Quand bien même je peux avoir des intérêts économiques en Espagne, mais dans d'autres pays, et que le poids même des intérêts économiques sont supérieurs dans d'autres pays que l'Espagne, si déjà je passe plus de 183 jours sur le territoire espagnol, effectivement, je peux être considéré comme résident fiscal en Espagne. Alors là, il peut y avoir un conflit. C'est-à-dire, il peut y avoir deux pays qui revendiquent la même résidence fiscale. La France, par exemple, et l'Espagne. Alors qu'est-ce qui se passe? Mais là, on va se référer à la convention fiscale qui existe entre la France et l'Espagne, et on va aller à ce qu'on appelle la règle de conflit. Et donc là, on va, par une forme d'élimination de critères, on va regarder d'abord la première notion, qui est la notion de la notion dite de résidence habituelle du foyer permanent. Alors, cette notion-là, elle peut être parfois très subjective. Il y a des choses qui vont la conforter, d'autres non. Moi, souvent, j'ai vu, à l'inverse, des gens qui étaient ici, qui se disaient toujours résident fiscal français. Dans les faits, je leur disais, non, normalement, vous êtes résident fiscal espagnol. Oui, mais bon, j'ai pas, oui, mais non. Parce que, déjà, ne serait-ce que cette notion de foyer permanent et d'intérêt de vie, il faut considérer qu'aujourd'hui, les administrations, elles ont la capacité de savoir, en tout cas, de démontrer que vous êtes bien résident fiscal dans son pays. Ça, c'est un premier point. Donc, cette sécurisation-là est très importante. Les critères vont ressembler, pure et différente, puisque la France peut très bien revendiquer la résidence fiscale pour un des critères. L'Espagne va la revendiquer dès lors que déjà vous passez 183 jours. Ça, c'est le premier point d'entrée. Cette notion notamment de foyer fiscal, de foyer d'habitation permanent, de résidence habituelle est importante. Vraiment, on ne veut pas avoir de risque. Si j'ai par exemple mon ancienne résidence principale en France, je viens en Espagne ou je vais dans un autre pays, j'ai des actifs, beaucoup d'actifs patrimoniaux, par exemple en France. Je veux pas avoir de risque à l'administration fiscale française. Mais cette résidence principale, soit je la vends avant de partir, ou soit, par exemple, je la mets en location. Si je la conserve, imaginons comme une résidence secondaire, ben la France pourrait revendiquer votre résidence fiscale parce que ça va considérer que vous avez toujours un foyer permanent en France. Vous voyez, vous avez un lieu d'habitation en fait permanent. Donc voilà, Est-ce que c'est t'as vu un cas comme ça dans ta ah oui, clientèle? oui, 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 ça arrive. Ça arrive. En tout cas, alors ça dépend évidemment la configuration, les patrimoines qui sont, on va dire, voilà, qui sont considérés parce que bon, voilà, mais oui, bien sûr. Euh, il faut savoir que les administrations, et là, c'est aussi encore une fois un cliché qu'on a. Je crois qu'on avait parlé une fois, Elisabeth, et en France, on a souvent toujours tendance à dire on paye beaucoup d'impôts. Alors là, je leur dis non, vous payez pas beaucoup d'impôts sur le revenu en France. Je considérerais que c'est un des pays où on paye le moins d'impôts sur le revenu en France. Après, on paye beaucoup, on a beaucoup de prélèvements obligatoires en France, et notamment beaucoup de charges sociales, ne serait-ce que sur le patrimoine. On a payé qu'une CGRDS de 17,2% sur les éléments patrimoniaux. Mais l'impôt en lui-même, il est relativement faible, ce soit l'impôt sur le revenu, ou si je prends même la flat tax en France, l'impôt est de 12,8%. La moyenne, normalement, en Europe, est de 15. Déjà, même en dessous de la moyenne européenne. L'impôt sur le revenu, un contribuable sur deux paie l'impôt sur le revenu en France. La lecture en France, c'est la notion de foyer fiscal. Donc, je suis marié avec un enfant, je suis marié avec deux enfants, je suis célibataire avec un enfant ou deux enfants. Je vais avoir, on va dire, un intérêt d'initiative fiscale. Et je dis pas que c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, globalement, le budget de l'État est financé effectivement par l'impôt, mais n'est pas financé principalement par l'impôt. Il y a beaucoup de taxes additionnelles, il y a beaucoup de charges sociales. La masse de prélèvement est supérieure en France qu'en Espagne, mais l'impôt sur le revenu est bien inférieur en France qu'en Espagne. Donc en Espagne, on paye beaucoup d'impôts sur le revenu. Voilà.
On paye moins de charges sociales, mais beaucoup d'impôts sur le revenu. Donc, pour un État espagnol, avoir un contribuable, c'est très important. Donc, je peux vous dire que s'ils ont l'occasion de vous requalifier résident fiscal espagnol, ils vont le faire. Donc, il faut savoir sécuriser, dans un sens comme dans l'autre, son expatriation. Et la France, c'est pareil, elle a tout intérêt à vous conserver résident fiscal français. Donc oui, c'est un sujet toujours important de bien sécuriser ça. C'est assez facile quand je suis expatrié ou que je suis salarié d'une boîte en Espagne. Bon, ça de facto, ça se fait. Quand je suis chef d'entreprise, il faut être très vigilant si je veux m'expatrier en Espagne, ou quand je suis, on va dire, j'ai vendu ma société en France, puis j'ai envie de plutôt profiter, on va dire, des fruits de ma rente patrimoniale en Espagne ou ailleurs. Là, pour le coup, il faut être quand même très prudent et savoir bien faire les choses. Est-ce que tu as un exemple pour qui le changement de résidence a été mal géré et quelles ont été les conséquences? J'ai un exemple très pratique en fait. C'est pour ça que je dis toujours, idéalement, c'est mieux de consulter en amont, pas une fois qu'on est arrivé. En France, quand je suis propriétaire de ma résidence principale et que je vends ma résidence principale, je suis exonéré des plus-values immobilières des particuliers sur ma vente. Et quand bien même, je ne réemploie pas les fonds dans une nouvelle acquisition de résidence principale. Donc, c'est-à-dire, je vends ma résidence principale, je récupère des actifs financiers, je réinvestis ça dans des actifs financiers ou autres, ben, je n'ai pas payé de plus-value. Si je vis en Espagne et que je prends la résidence fiscale espagnole, que j'établis ma résidence fiscale espagnole et que après coup, je décide de vendre ma résidence principale en France, je vais pouvoir potentiellement encore bénéficier du régime particulier en France, en droit interne, c'est-à-dire être exonéré des plus-values immobilières françaises. Il y a des conditions, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, je peux toujours. À l'inverse, je vais devoir déclarer ma plus-value en Espagne. Donc, finalement, je vais payer de l'impôt sur ma plus-value en Espagne. Et en Espagne, il n'y a pas de notion d'abattement en fonction de la durée de détention. Tout ça n'existe pas. Donc, que ce soit d'une résidence principale ou un actif, par exemple, immobilier de rapport que j'ai depuis plus de 30 ans, donc là, c'est toujours cette notion-là d'arbitrage avant de m'expatrier, en fonction évidemment de la situation avec des actifs que j'ai. Est-ce qu'il n'est pas utile de réfléchir à des arbitrages avant de venir en Espagne pour ou purger des plus-values ou bénéficier pour le coup d'une fiscalité moins importante en France que je n'aurai en Espagne. Donc ça, c'est vraiment le cas typique. C'est un bon Et exemple. là, et c'est un bon exemple parce que c'est vrai, les gens intuitivement ne vont peut-être pas y penser. J'en reviens toujours au pareil. En local, en France, j'ai pas un conseil qui a cette lecture-là. Ben, il va peut-être pas dire, ben oui, il faudrait que peut-être vous vendiez votre, en tout cas proposer de dire arbitrer, purger votre plus-value parce que vous aurez une incidence fiscale en Espagne si vous le faites. Ça, c'est un exemple. Oui, ça Et ça, montre bien la c'est complexité en fait de gérer un patrimoine entre plusieurs pays et exactement. les conséquences potentielles si tu l'anticipes pas. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner à un Français qui envisage de s'installer ou d'investir en Espagne? Déjà, bon, moi, je suis amoureux de l'Espagne, donc bon, un regard certainement Venez. biaisé. Oui, oui, venez. Bon, en fait, c'est surtout de changer de mentalité. Souvent, mais c'est naturel, c'est un peu lié à des expériences d'expatriation. C'est-à-dire qu'on arrive avec ces codes, on arrive avec ces réflexes, alors, qu'ils soient liés au patrimoine ou dans sa vie de tous les jours. Ben non, on n'est pas dans le même pays. Si on vit en Espagne, on vit en Espagne et comme les Espagnols. Et on applique aussi les règles, les règles. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, cette notion d'expatriation, il y a des sujets patrimoniaux, mais ça va bien au-delà de ça. Il y a des codes, il y a des façons de faire, il y a des administrations qui sont différentes, il y a une gestion de sa vie quotidienne qui est différente. Donc ça, oui, effectivement, c'est un apprentissage. Mais en ce qui concerne, par exemple, des domaines comme les nôtres, je dirais que c'est presque plus facile que les changements interculturels qui existent dans tous les pays et qui sont peut-être des fois plus difficiles à appréhender. En tout cas, on les connaît une fois qu'on est sur place. Là, pour le coup, on peut le savoir. Soit parce qu'on a des conventions qui sont signées, soit parce qu'on a des lectures parfaites sur ces sujets, imparfaites en tout cas, on a des lectures, et donc on a les moyens de faire des choses en amont pour justement, en tout cas, diminuer potentiellement les conséquences de son expatriation. Donc, moi, je dis toujours, quand on a un projet, c'est pas juste choisir son lieu de résidence, l'école pour les enfants, veut dire, je vais vivre peut-être un peu plus au soleil que certaines régions françaises,
dans un climat, on va dire, serein, un quotidien serein, c'est aussi tous ces autres aspects qu'il faut régler. Comme je dis toujours, si on le fait avant, c'est toujours mieux. En ayant en tout cas les réponses à ces questions. Et les questions, c'est à nous de les poser. C'est pas à nos clients de nous les poser. Nous, on est professionnels, donc on doit normalement faire notre travail et leur dire voilà ce qui peut se passer si vous venez. On peut facilement, en préparant son départ, de France, discuter avec un professionnel, dont c'est le C'est ça. métier et qui est spécialisé sur le sujet pour pouvoir anticiper toutes ces questions et éviter d'avoir des mauvaises surprises. En tout cas, le savoir, après, on fait des choix. On peut le savoir et dire non, je préfère conserver mon actif. Très bien. Mais si on le sait pas, en tout cas, si c'était une question qui était posée, se disant, ben, je sais pas si je le conserve ou pas, ben, du coup, effectivement, potentiellement, ça peut être un élément déclencheur pour arbitrer cet actif et se dire, ben, je préfère le vendre maintenant. De tous ces cas de figure, je me posais déjà la question, mais là, j'ai une question, j'ai une réponse qui va me décider à me séparer de cet actif, parce que là, pour le coup, j'ai un intérêt à le faire maintenant, et pas une fois que je suis en Espagne. Tout dépend du projet de vie aussi, Elisabeth. Tout dépend de plein de choses, en fait. C'est vrai. C'est peut-être l'élément le plus important, hein. C'est l'élément le plus important. Dis-moi Jean-Claude, si on veut te contacter, te suivre, sur LinkedIn? Alors sur LinkedIn, on peut nous trouver. Je pense qu'aussi la place aujourd'hui, on peut le trouver aussi facilement. Sinon, nous, on a des bureaux à Barcelone, à Madrid et à Lisbonne aussi, parce que en fait, je m'occupe de la péninsule ibérique. Hein, la géographie parle. Dans tous les cas de figure, s'il y a un projet sur notre péninsule ibérique, ça sera fléché vers moi, en tout cas vers les bureaux, voilà, de la place en Espagne et au Portugal. Je te remercie Jean-Claude, c'était un super épisode pour faire avoir une vue un peu, 360, de son patrimoine si on envisage d'emménager en Espagne ou si on y est déjà et qu'on se pose des questions. N'hésitez pas à nous mettre, 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide à remonter dans les recherches et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Super. Merci beaucoup, Elisabeth.